Wow. Bonjour, excusez-moi. Ok. Dis donc, la famille est déjà là. Bonsoir, bonsoir. Ben, j'arrive j'arrive à une étape de ma vie où je suis dans un état d'esprit de partage collectif. Il faut qu'il y ait certains noirs dans l'histoire qui se sacrifient pour que les autres mangent, dansent et boivent, pour que les autres vivent. Et je n'ai pas la prétention d'être un illustre noir qui entrera dans l'histoire, mais moi je préfère consacrer mon petit temps au partage et à l'enseignement. C'est comme ça. Je suis un pasteur ne se négocie pas. Le métier comme ça, les métiers pastoraux, sacerdotaux, c'est des métiers où tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mon grand-père faisait le tour de 50 villages. C'est vrai qu'il ramenait de temps en temps un régime de plantain, mais sa volonté, c'était d'aller partager la bonne parole, d'évangéliser, de... Voilà. Il y a... C'est des destins, c'est des charges. Donc, mon direct de ce soir était simple. Je suis tranquille, hein. On est tranquille au bureau. Et puis, tout le monde a mon numéro de téléphone, hein. Alors, qu'est-ce qui nous empêche ce soir? La question est qu'est-ce qui nous empêche à nous d'être très grands? Et vous me permettrez de répondre à Keva, à Keva, à Keva. Ben, j'ai plein de messages, hein. Et je vous décris ma journée en gros. Ceux qui me suivent depuis le milieu de la nuit savent qu'on a fait un direct. Euh, Bonsoir Hélène. Dis-moi, Esso est un nom du centre? Mais qu'est-ce que vous nous amenez encore avec ces choses-là ici? Alors, donc, ceux qui me suivent depuis le milieu de la nuit savent qu'on a fait un direct à 2 heures, de 2 heures du matin à 4 heures. Et 5 heures, je suis allé courir. Et à 12 heures, je suis allé enseigner. Je tiens quelques enfants brillants. Parce que la libération de ce continent ne va que passer par l'éducation. Aucune marche, aucun bruit ne peut être favorable. Aucune marche ne peut libérer un pays. Par contre, l'éducation, nos enfants que nous allons laisser ici, ou que nous laissons ici tous les jours, je ne sais pas si les gens pensent à leur avenir. La seule manière de libérer un peuple, c'est de lui donner les armes. Et les armes, c'est là. Il y a pas d'autre magie. Moi, je suis un grand marabout. Je vous dis donc qu'il n'y a pas d'autre magie dans la vie que le travail, la quête du savoir. Et si nos enfants sont vigiles comme nous, s'ils font des BEP commerce, s'ils sont secrétaires de quoi là, ils n'aspireront jamais à la liberté, à la grandeur. Nous devons laisser beaucoup de docteurs. Nous devons laisser beaucoup d'ingénieurs. Alors, monsieur, arrêtez de me dire tout le temps le code du pays. Réfléchissez, mon petit. Si même le code, on doit vous donner le code d'un pays. Je suis à Paris. Vous comprenez que je suis à Paris, hein? Donc, quand moi je suis ce qui nous arrive, je ne suis pas surpris. Vous savez, j'ai vu une image très belle aujourd'hui. Et là, je salue mes frères de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. J'ai vu un meeting de ce qu'on appelle opposition. Le stade était plein. C'était plein. Les jeunes sortaient, ils dansaient, c'était chaud. Mais allez donc comme ça, et puis le soir du 31 octobre, danser et puis rentrer chez vous.
Il ne faut pas que quand les résultats tombent, la bagarre commence. On n'est pas obligé de bagarrer pour tout casser. Mhm. Il y a des situations qu'on a acceptées, nous, dans la vie qui allaient dans le sens. Il y a des situations qu'on a acceptées, nous, dans la vie qui allaient dans le sens du calme, qui allaient dans le sens de l'apaisement. Alors, j'ai une belle formule que j'ai prise sur Facebook, je vais partager ça avec vous. S'il y a beaucoup de gens qui me posent souvent des questions. Donc, euh, écoutez, écoutez. Arrêtez de m'envoyer des messages. J'ai des gens qui m'envoient des messages partout, à tout moment, et ça commence à me fatiguer parfois. Euh, et les enfants que je tenais aujourd'hui me disent, mais prof, mais vous, comment vous faites pour ne pas être fatigué? Comment vous faites pour ne pas dormir? Je dis, mais parce que vous n'êtes pas organisé. C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'un emploi du temps. Hmm. J'ai envie d'écouter Aimé Césaire, discours sur le colonialisme, écrit en 1950. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui l'on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le darwinisme. On m'en donne plein la vue de tonnages de coton ou de cacao exportés, d'hectares d'oliviers ou de vignes plantées. Moi, je parle d'économie naturelle, d'économie harmonieuse et viable, d'économie à la mesure de l'homme indigène, désorganisé, de culture vivrière détruite, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. On me targue d'abus supprimés. Moi aussi, je parle d'abus, mais pour dire qu'aux anciens, très réels, on en a superposé d'autres, très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la raison, mais je constate qu'en général, ils font très bon ménage avec les nouveaux, et que de ceux-ci aux anciens et vice-versa, il s'est établi au détriment des peuples un circuit de bons services et de complicité. On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification. Pour ma part, je fais l'apologie systématique des civilisations para-européennes. Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclamation ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque quart de CRS, chaque policier, chaque milicien nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés. C'étaient des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'étaient des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. C'étaient des sociétés démocratiques toujours. C'étaient des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. À mon tour de poser une équation, colonisation égale. Vous savez qui parle là? Aimé Césaire. Aimé Césaire. Qui a connu Aimé Césaire? 1950, discours sur le colonialisme. Agrégé, génie français, génie africain. Et quand aujourd'hui nous permettons de boire. La preuve, quand je mettais le discours de Césaire, le nombre de vieux a diminué fois deux. Ça veut dire qu'à ce peuple-là, on ne peut rien. On ne peut rien. Et voilà ce que j'ai pris encore ce matin. Einstein était en train de faire une conférence aux États-Unis, la salle était pleine, et les gens lui demandent, est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit, ah, je crois au Dieu de Spinoza. Il a répondu à ses étudiants, je crois au Dieu de Spinoza. Ça veut dire que seuls ceux qui avaient lu Spinoza allaient comprendre de quoi il s'agissait. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous partager ça avec mon ami Dominique Fauss.
Spinoza avait passé dans sa vie à étudier les livres 5, dont la Bible, et la philosophie, et puis il a écrit ceci. Hein. Écoutez, ça c'est pour les Africains. Et c'est Spinoza. Spinoza qui a écrit qui a déterminé ce qu'on a appelé le cornatus. Mais je ne fais pas des directs compliqués. Moi, j'aime quand les gens comprennent. Sinon, enseigner ne sert à rien si c'est pour compliquer. Spinoza, Einstein lui dit qu'il croit au Dieu de Spinoza. Et voici ce que Spinoza, lui, l'appelle Dieu. Je ne sais pas si a réellement parlé. Voici ce que je crois qu'il dirait aux croyants. Voilà ce que Spinoza disait. Arrêtez de prier. Arrête de prier et de te frapper la poitrine. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes dans le monde pour profiter de ta vie. 2. Je veux que tu t'amuses, que tu chantes et que tu t'instruises. Spinoza dit que pour lui, voilà Dieu, les valeurs. Il faut que tu t'amuses. Parce que la plupart des Africains qui viennent là embêter la toile avec leur théorie, leur prophétisme, ne s'amusent pas eux-mêmes. Ils sont comme s'ils sont vendus. Les femmes qui sont dans ces choses-là sont comme téléguidées. Ça manque d'intelligence, ça manque de bonheur et de courtoisie. Pourtant, la spiritualité, c'est un lieu d'épanouissement. Alors, voilà ce que Spinoza dit. Je veux que tu t'amuses, que tu chantes, mais que tu t'instruises. Je veux que tu profites de tout ce que j'ai fait pour toi. C'est Dieu qui parle. Arrête d'aller dans ces temples sombres et froids que tu as construits toi-même et dont tu dis que c'est ma maison. Ma maison est dans les montagnes. Dieu. Et ça, les Africains le savent mieux que tout le monde. Birago Diop vous l'a dit. Chez nous, Dieu est partout. Les Africains mettent Dieu partout. Dans le vent, l'eau, la lumière, la nourriture. Et c'est ce que les Grecs ont pris chez nous. C'est pour ça qu'il y a, aujourd'hui, je vois souvent les Africains dire le dieu grec de la beauté, Apollon, le dieu grec de l'amour, Hermès, le dieu grec de ceci. Mais les Africains, c'est une notion africaine. Ma maison est dans les montagnes, les bois, les rivières, les lacs. C'est là où je vis avec toi et que j'exprime mon amour pour toi. Arrête de m'accuser de ta vie misérable. On n'accuse pas. On n'accuse pas. Quelqu'un me dit, c'est Jean-Yves Le Drian qui dirige le Cameroun, mais le téléphone va être ouvert, il faut appeler, on en débat. Il ne faut pas se cacher là. Il faut appeler, hein, Mérine et Kobe. Je ne t'ai jamais dit que tu avais fait quelque chose de mal. Parce que on dit aux Africains qu'ils ont péché. Les gens font des nuits de prière sur le péché qu'ils n'ont jamais péché. Nous, on n'a rien fait. S'il y a des gens qui ont péché sur cette planète, ce n'est pas nous. Donc arrêtez ça. Arrêtez de vous culpabiliser, de vous mettre vous-même des prisons dans la tête. En toi, arrête. Arrête de dire que tu as fait du mal. Que ta sexualité ou ta joie était une mauvaise chose. Alors ne me blâme pas pour tout ce qu'ils t'ont dit de croire. Ne me blâme pas. Parfois on dit, ouais Seigneur, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de venir sur terre et souffrir. Arrêtez ça. Arrête de ressasser des lectures sacrées qui n'ont rien à voir avec moi. Si tu ne peux pas me lire à l'aube, dans un paysage, dans le regard de ton ami, de ta femme, de ton homme, dans les yeux de ton fils, tu ne me trouveras pas dans un livre. Si tu ne peux pas me lire dans le visage, si vous ne voyez pas en moi le visage de Dieu, si vous n'aidez pas la vieille femme qui tombe, l'émigré, le clandestin qui est bloqué au désert, si vous ne partagez pas le repas en Afrique ou ici, arrêtez d'ouvrir ces cahiers-là, arrêtez ces livres. On ne joue pas avec le cœur. Arrête de te faire peur, je ne te juge pas, je ne te critique pas, je ne rentre pas en colère et je ne punis pas. Je suis pur amour, c'est Dieu qui parle, je suis pur amour. Je t'ai rempli de passion, de limitation, de plaisir, de sentiments, de besoin et d'incohérence. Je t'ai donné le libre arbitre. Dieu vous a dit, allez-y, vivez.
Il n'y a personne qui, dans une chapelle, va te dire, toi, tu es un mauvais pécheur, alors que lui-même, il dépucelle les filles de 14, 12 ans. Personne ne t'a dit de suivre un inculte qui vient ouvrir des salamalek et te dire qu'il va te produire l'argent. Dieu n'a culpabilisé personne. Il faut le dire. Pour le reste de l'éternité, quel genre de Dieu peut faire ça? Si j'étais ainsi, je ne mériterais pas d'être respecté. Je voulais juste être vénéré. Je n'aurais peuplé. Si je voulais juste être vénéré, je n'aurais peuplé la terre que de chiens. Respecte tes semblables et ne fais pas ce que tu veux, tu ne veux pas pour toi. Tout ce que je te demande, c'est que tu fasses attention à ta vie, que ton libre arbitre soit ton guide. C'est assez long. Je sais que vous n'aimez pas la lecture, mais je voulais partager ça avec vous. L'Africain a besoin d'éducation, de coaching. L'Africain a besoin qu'on lui tienne la main. L'Africain aujourd'hui, l'homme noir en général est perdu. Bonsoir, Pépé, notre aristocrate mangeur de tarot. Mais vous savez, j'ai mangé un peu de tarot, évidemment, l'autre jour, et même encore aujourd'hui. J'en mange tous les jours. De temps en temps, je fais une capture. Mais c'est pas le tarot qui est nécessaire. Mais le tarot, c'est un lien culturel. Et quand tu exposes une nourriture qui participe de la culture, tu regardes les commentaires des gens. On te dit, ah, mais c'est la nourriture de telle tribu. Tu comprends que nous allons vers la guerre. Il n'y a pas de nourriture d'une tribu. Sinon, en France, on ne mangerait pas le couscous. Le couscous est algérien. On ne mangerait pas le kebab. Le kebab est turc et arabe, en général. On ne mangerait pas hein, les fenouilles, les bananes. Les bananes, c'est pour vous, non? Aucun Français ne fait ses courses sans les bananes. Bon, bref, nous avons des problèmes. Alors, la question ce soir, c'est pourquoi l'Africain n'aime pas ce qui est grand? Pourquoi nous n'aimons pas la grandeur? Pourquoi partout où il y a le bruit, tu nous trouves? Pourquoi partout où il y a la petitesse, la guerre, les bagarres? Pourquoi partout où il y a la réflexion, nous fuyons? Pourquoi nous aimons les petites choses, le tribalisme, la division? Pourquoi nous voulons donc que les autres ne nous tapent pas? Moi, je vous pose la question. Pourquoi vous croyez que le monde va être fait pour que on réserve la place du faible? La place du faible n'a pas de place. Le faible n'a pas de place. Le faible n'a pas de place. Moi, il m'arrive parfois de travailler. Écoutez bien, je travaille parfois 18 heures sur 24 heures. Pour quel but, parfois, je ne sais pas, mais j'ai envie de remplir ce fossé. J'ai envie de combler ce tonneau de Danaïde. J'ai envie d'avancer. Et la vie nous apprend que nous vivons. Et la jeune étudiante de ce soir m'a dit, mais tonton, parce qu'elle m'appelle tonton, c'est les enfants. Mais tonton, mais pourquoi on vit alors si on ne fait que travailler? Je dis parce que travailler, c'est prier 2 fois. Travailler, c'est lutter. Travailler, c'est fuir la condamnation. Parce que nous sommes condamnés. Nous venons dans un monde condamné. Alors, si vous êtes encore noir, vous êtes au pays en Afrique là-bas, vous êtes 2 fois condamné. Si vous venez encore en Europe et que vous êtes noir et que la tête aussi est noire, vous êtes 3 fois condamné. Parce que vous trouvez une société déjà en place. Vous trouvez une société placée pour les gens qui n'ont pas prévu que vous viendrez ici. Et le problème aujourd'hui, c'est un problème de racisme en fond. Mais est-ce qu'on ne mérite pas le racisme? Un Chinois qui a fait ses affaires, qui le soir, il a eu 1 million d'euros de transactions dans sa poche, dans ses Western Union, dans leur boutique là. Vous croyez qu'il fait quoi le racisme? Vous croyez qu'il fait quoi avec Xi Jinping, son président? Est-ce qu'il veut la mort de son président? Est-ce qu'il a peur qu'un Français lui dise que... Est-ce qu'il a peur qu'on le juge? Tu dis ça le Chinois, il dit oui. Avec un millionnaire chinois, oui. Alors, une question.
Bon, je réponds à toutes les questions qui vont dans tous les sens. Mais le téléphone est ouvert. Vous faites le 06 99 33 83 93. Vous pouvez me parler en direct. Pourquoi nous sommes tribalistes? Pourquoi nous sommes petits? Pourquoi nous sommes pauvres? Hein, et comment ne pas être pauvre? Je vous donne quelques clés ce soir. Vous savez qu'avec moi, c'est la famille. Moi, j'ai pas de clan ici. Personne ne m'impose la place. Euh, Ah, voilà, quelqu'un dit, le guide Pépé, tu fais quoi en France avec ton intelligence? Tu as ta place dans la nouvelle République du Cameroun. Janvier Dida. Un, qui t'a dit que je suis Camerounais? Deux, qui t'a dit que je veux rentrer dans la médiocrité? Trois, qui t'a dit que c'est toi qui donnes les places? Quatre, qui t'a dit que tu sais de quoi est fait demain? Cinq, être bien, c'est être bien là où on est. Tu es bien là-bas? Est-ce que tu sais que jusqu'à présent, je paye des impôts au Cameroun? Qu'est-ce qui fait de vous un Camerounais? Et c'est ça qui me choque parce que le monde est tellement ouvert et on voit des petits pygmées, des petits gens comme ça, comme des fourmis en train de défendre un bout de feuille. Ils disent qu'ils sont chez eux. Mais à quoi ça sert de dire qu'on est africain quand vous êtes sur un sol là-bas qui ne vous appartient pas? Un sol où le pétrole ne vous appartient pas. Un sol où la banane ne vous appartient pas et revient ici. Un sol où l'huile de palme sert à fabriquer le Nutella pour les enfants joufflus ici. Un sol où c'est-à-dire, c'est des questions philosophiques, politiques, mais pratiques. Vous êtes où chez vous? C'est-à-dire, ce sentiment de croire qu'on est esclave chez les autres, au lieu d'être maître, parce qu'on croit on était bien chez nous. Vous n'êtes bien nulle part. Être bien, c'est avoir les moyens, l'économie, la poche, l'argent, l'éducation. Quand tu mets ces deux armes-là, je vous ai parlé par exemple de Monseigneur Dormont. Je connaissais l'histoire de Monseigneur Dormont, mais j'étais encore plus brutalisé. Il est mort au Canada et Monseigneur Dormont dit quelque chose de terrible. Quand il est arrivé au Canada, il faisait des prêches, il faisait des messes pour les Américains, les Canadiens, c'est les Nord-Américains, c'est les Américains. Et il leur racontait des choses terribles sur la religion, et l'Église se vidait tout le temps. Parce qu'il a compris que la force du mental des Américains, des Nord-Américains, même leur religion, les gens veulent écouter l'argent, le dollar, le capital, donc l'économie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire des prêches autour de l'économie. Et ces salles étaient pleines, l'église était pleine quand Monseigneur Dormont était là. Parce qu'il a compris que la valeur axiomatique qui domine le monde, c'est le capital, c'est l'argent. Et il était où? Aux Amériques. Au Canada, les gens n'ont pas besoin de venir leur dire que souffrez sur terre, Dieu va vous sauver. Ils doivent bien vivre sur terre. Il n'y a que des discours tenus par des ignorants en Afrique, qui sont des hommes politiques. Nos chefs d'État sont très médiocres. Et puis ils laissent prospérer dans la société des gens qui endorment le peuple dans une bêtise collégiale, congénitale, condominatrice, pour que le peuple ne sorte pas d'un Vogada, pour que les gens ne sortent même pas d'un Kondom, pour que les gens vivent au Moyen-Âge. Je regardais tout à l'heure le journal sur la CRTV, c'est une chaîne africaine là-bas. On fait la publicité d'un établissement technique scolaire. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans technique? La couture. On met la menuiserie avec les grosses machines de 1940. Nous sommes en 2020. Comment faire donc pour que l'Afrique bascule de cette mentalité sauvage, de cette culture de la médiocrité des années 40 pour revenir en 2000, rattraper le retard? Ça peut mettre un siècle, 1000 ans même. Alors, Jennifer Flore dit Akeva, Akeva, Akeva. C'est mon académie, c'est l'académie de la vie augmentée. Si tu ne donnes pas les armes, je donne des petits biscuits, des petites écorces au peuple. Et j'ai eu un petit frère de Russie tout à l'heure qui m'a dit, grand frère,
Est-ce que les gens savent que tu es le plus grand coach du monde? Je dis, oh, évidemment, je prends. Il dit parce que il y a quelque chose en toi. Quand tu parles, c'est pas pareil. Il peut avoir 1000 directs, mais c'est pas pareil chez toi. Nous sommes fiers. Je ne sais pas si les gens te le disent. Alors, quelqu'un me dit, le PP, comment faire pour empêcher que les bureaucrates qui ont mis le Cameroun à terre se déploient dans les collectivités locales après la décentralisation? Déjà, c'est long ta phrase. Même dans ta phrase, on sent qu'il y a déjà du faux. Donc, tu écris des concepts qu'on nous impose. Ça ne veut rien dire collectivité locale et décentralisation. Ce que je dis aux Africains, c'est venir en Europe, regarder comment on fait et rentrer faire la même chose. Mais les gens viennent, parfois ils dessinent ce qu'ils croient voir et ils arrivent chez eux, le dessin est inversé. Si on reproduisait la même chose qu'on voit ici, c'est qu'on est développé. Si on avait la force de reproduire ce que les autres font, même tricher, on ne sait pas. Même tricher, on nous tape. Quand le Chinois triche, il va y faire une copie, il rate, il recasse, il refait une autre. C'est comme en génétique, le premier bébé est souvent très laid, mais les derniers sont un peu plus beaux. Ou c'est l'inverse. Soit le premier est très beau et le dernier. Ben, il faut qu'il y ait une amélioration, mais un peuple qui fait des mauvaises photocopies tout le temps. Allez au Canada, on a des frères docteurs, professeurs, ingénieurs. Allez en Chine, allez au Japon, allez aux États-Unis. Tous les médecins camerounais, africains, ivoiriens qui traînent dans les rues là. Mais comment ils n'arrivent pas à prendre la copie? Comment ils n'arrivent pas à voler? Et la preuve, même le style-ci, quand on le ramène, on dit il veut montrer quoi avec ses vestes. Mais monsieur, tout le monde en Afrique n'est pas voyou, tout le monde n'est pas prostitué, tout le monde n'est pas idiot. Vous dites en même temps que l'Afrique était des grands. Nous étions grands. En Égypte, on était grands. Mais quand quelqu'un est grand, ça vous énerve encore. Il faut qu'il soit bas. C'est ce que j'ai jamais compris. Quand tu écoutes nos mythologies, chacun dit oui, mais chez nous en Afrique, vraiment, dans l'Afrique de l'Égypte, dans quelle Afrique de l'Égypte? Vous étiez là. On peut battre des gens qui étaient forts et beaux. Comment vous dites en même temps qu'on avait des gens, non, l'or n'était pas. Mais maintenant, quand quelqu'un se met aujourd'hui bien, les critiques vont vers lui. Quand une femme aujourd'hui se bat, elle travaille dur, elle bosse dur pour améliorer sa vie, on dit elle se prend pour une blanche. Quand tu te bats, tu vas améliorer ta vie, on dit il se prend pour un blanc. C'est quoi la normative du développement? Peut-être les blancs nous ont fixé un seuil. Moi, j'ai pas ces complexes. Je vis ma vie. J'essaye de ne pas être dans cette masse de la médiocrité. Les Africains sont convaincus qu'il faut être médiocre, même en politique. Je suivais des gens aujourd'hui, quand j'ai vu les gens aller marcher au stade pour leur... C'est beau, c'est la démocratie. Demain, ne dites donc pas qu'il n'y a pas de démocratie. Mais qu'est-ce qu'ils disaient dans leur chambre? On va tout casser. Si ça ne passe pas, on casse tout. Donc là, l'humain bascule dans ce qu'on appelle la sauvagerie permanente. Pépé, le peuple camerounais est-il assez éduqué pour être appelé à une marche pacifique? Comment éduquer ce peuple? Alain, le collège bleu. Mais, oh, mais le téléphone sonne là. Excusez-moi, hein. Je n'ai pas mis... euh, ok. Vous pouvez appeler, on cause tranquillement. Soyez zen. Soyez zen. Alors, Pépé, le peuple camerounais, mais tous les peuples africains sont sauvages.
Le peuple est-il assez éduqué pour être appelé à une marche pacifique? Comment éduquer ce peuple? L'éducation, c'est d'abord d'arrêter le mensonge. Vous savez, ce soir, je regardais la CRTV comme ça, et je suis tombé sur le ministre de la Santé, hein, de ce pays-là, Malouda Malachi. Déjà, c'est une incohérence terrible. Voilà le prototype des bandits d'un pays. Un, il n'a pas le diplôme requis. Au début, il s'est fait passer pour docteur et il est au ministère de la Santé. Maintenant, après qu'il ait n'importe quel parcours, ça c'est son problème. Mais je vous prends seulement un seul cas. On ne peut pas dans un pays mettre quelqu'un qui n'est pas... Il y a des postes ministériels qui ne sont pas des postes politiques. C'est des postes de souveraineté scientifique. C'est la science qui parle. Vous ne verrez ça nulle part au monde. Ça, toi qui me posais la question sur le Cameroun, je te réponds tout de suite. Voilà un manque de cohérence et d'éducation. Le ministre de la Santé, au début, on l'appelle docteur. Et puis quand on fouille, on voit qu'il n'est pas docteur. Parce que même les journalistes l'appelaient le docteur au ministère de la Santé. Ça faisait confusion. Et puis les médecins se sont assis, ils ont écrit, on a fouillé, on a envoyé les courriers partout pour dire ce monsieur n'est pas médecin. Il est docteur d'où? Et il dit non, il n'a pas un docteur, il n'est pas médecin, mais il est docteur. On dit c'est où? Il ne peut pas produire sa thèse. Et il commence donc à bricoler. Et aujourd'hui, il vient présenter un livre. J'étais heureux. Mais quand j'ai vu le cheminement scientifique, on lui pose des questions sur le Covid. Admettez avec moi que je ne peux pas m'asseoir ici et répondre sur le Covid. J'ai des notions parce que je fouille, j'ai des recherches, mais c'est tellement scientifique que je ne peux pas. Ici en France, qui est le ministre de la Santé? Je vous ai dit tout à l'heure que l'Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique a un problème avec l'honnêteté intellectuelle. Même tricher, on n'arrive pas. Le ministre de la France s'appelle Olivier Véran. Il est professeur de neurologie. À 29 ans, il était déjà professeur de neurologie. Et en 2007, moi je l'ai connu, il faisait déjà les grèves pour qu'on augmente le budget de la santé. Donc quand on l'amène aujourd'hui au ministère de la Santé, il n'est pas très homme politique, mais c'est un scientifique qui parle. Parce qu'il y a des domaines où il faut que la science parle. C'est ça qui manque à l'Afrique, la vérité scientifique. Mettre celui qui est bon. Il y a des médias ici où je passerai jamais. Et ils vont jamais t'inviter, ces petits Africains zélés. Ils vont jamais te proposer un plateau pour échanger. Heureusement que nous avons notre tribune. Qui peut faire 1000 vues un samedi soir à 22 heures en roue libre? Nous les faisons tous les soirs. Voilà donc un type qui a passé le temps à parler du Covid alors qu'il n'est pas médecin. Il a passé le temps à raconter des conneries. Des milliards ont été détournés. J'ai rien contre les jeunes, j'ai pas de problème de personne avec les gens, mais voilà la photocopie de votre pays. Ça, c'était pour répondre aux Camerounais. Et là, maintenant, je viens. Le guide, quand tu disais déjà à l'époque que les Noirs sont si bavards qu'il faut les séparer, les disperser à coups de bâton, j'en conclus fatalement qu'on a vraiment notre nature, qu'on ne nous refera pas, nos dirigeants, nos élites, nos érudits, donc nous canaliser et nous éduquer. Vous savez, Thomas Mélonnet, c'était mon, mon grand-père, en réalité. Il est mort en 96. Il a été député 2 fois. Qui est Thomas Mélonnet? C'est le deuxième agrégé en France après Senghor. Enfin, c'est la même promotion que Senghor. À Grenoble, sa thèse est restée d'anthologie. Quand vous souteniez ici en France, tous les professeurs de stylistique, de linguistique, de français vous demandaient, est-ce que vous connaissez Thomas Mélonnet? Est-ce que vous connaissez Senghor? Non, c'était les deux questions. Personne ne fait un travail scientifique dans la littérature en France sans qu'on ne lui pose la question, est-ce que vous connaissez Senghor? Est-ce que vous connaissez Thomas Mélonnet? Alors Thomas Mélonnet, par la médiocrité ambiante, il était rentré au Cameroun déçu par l'enseignement, déçu par le niveau.
On lui amenait des fiches qu'il fallait signer pour admettre des étudiants sans niveau, déçus par la médiocrité, la saleté ambiante. Il a même abandonné l'assemblée, il est allé rester à Mouanko, au village où il faisait la pêche. Il est mort en faisant sa pêche. Et les étudiants partaient de France, du Canada, de Bruxelles avec les mémoires, les thèses pour... On dit non, grand-père est à la pêche. Il a fini pêcheur. Il ne voulait pas parler aux gens. Et il a compris que ce pays ne se relèvera jamais. C'était un peu brutal pour nous qui le suivions, mais il avait raison. C'est-à-dire, l'imposture fait que Dieu vous a mis tout dans un continent. Dieu est une âme parlante. Dieu, c'est la lumière. Ça ne peut pas être autrement. Alors, moi, je veux bien savoir de quoi parlent ces gens qui n'ont pas l'épaisseur intellectuelle requise pour parler au nom de Dieu. Nom de Dieu. Et pourquoi les leaders vont être brillants quand le peuple est fainéant? Pourquoi vous voulez que les leaders soient autre chose que ce que le peuple est, puisque c'est le produit du peuple? J'entends les discours, la France nous a imposé, mais la France ne peut pas vous imposer Nourdine Bongo aussi, si vous ne voulez pas. On n'impose pas un dirigeant à un peuple. Tu vas diriger les herbes, les arbres, les poissons. Soit nous devenons des animaux, soit vous êtes des citoyens, et les citoyens disent ça, c'est pas pour nous. Nous luttons. J'ai regardé un petit documentaire aussi sur les gilets jaunes. Et ce qui est magique, c'est que tous les leaders des gilets jaunes ont perdu la moitié de leur salaire, leur famille, c'est qu'on demande aux gars, ils disent qu'ils sont prêts à mourir. D'autres ont perdu un œil, d'autres ont perdu un bras. Ils sont prêts à recommencer. C'est ça la grandeur, la lutte, l'idéal, le rêve, l'enseignement. Et ces choses-là, nous n'arrivons pas à faire grand-chose. Donc, ce que j'enseigne, je l'ai noté, c'est cesser d'écouter les artificiers du malheur. Voyez grand et cessez de voir petit. Voyez grand, avancez, bougez. La même quantité d'énergie que nous dépensons pour danser, c'est la même quantité d'énergie qu'il faut pour lire un livre. C'est la même quantité d'énergie qu'il faut pour suivre un direct apaisant, mais un direct qui booste. Nous, on fait comme si les autres vont vouloir du bien pour nous à notre place. Pourquoi vous voulez que les Français rêvent d'un bien pour les Gabonais? Ou pour les Congolais, pour les Ivoiriens? Sans les Ivoiriens, sans qu'eux-mêmes ne prennent conscience de leur propre conscience. Et je vais pas dans tous les sens, mais je voulais vous dire, mon CM Dogmo parlait cette nuit, quand j'ai resuivi, il était à la télé du Canada, il disait qu'il a écrit un livre sur les épîtres de Paul, le salut selon Saint Paul. Et qui était Saint Paul? Et il dit, pourquoi la culture africaine échoue? C'est parce que les gens font une abstraction de la vie en espérant être sauvés là-bas. Et que le christianisme a battu la religion africaine à plate couture. Et j'ai trouvé ça courageux de la part d'un évêque, d'un seigneur. Il disait que le christianisme a battu les religions africaines parce que les religions africaines ne sont pas palpables. La civilisation africaine n'existe pas. Dans la culture, dans le christianisme, il disait que, d'ailleurs Saint Paul le dit, nul ne peut avoir le salut s'il n'est pas instruit ou s'il n'est pas guéri. Donc si tu es malade, tu ne peux pas avoir le bonheur, le salut de Dieu. Si tu es pauvre, matériellement et intellectuellement, tu ne peux pas avoir le salut. C'est pour ça que l'Église catholique
ou l'église chrétienne, si vous voulez, protestante, ils ont commencé chez nous par construire les écoles pour éduquer. Parce qu'un ignorant n'a pas accès au salut. Ne vous trompez pas. Ma grand-mère disait 1000 personnes pauvres ne valent pas une personne riche. Vous pouvez être une foule. Vous êtes 500 milliards d'Africains. Mais une foule d'idiots, vous ne pouvez pas être à la même hauteur qu'un seul type qui connaît. C'est pour ça que l'Europe n'a pas besoin du nombre. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants. Il dirige la fortune de 90% des dictateurs africains. Ils sont 8 millions. Ils gèrent les avoirs de 450 millions d'Africains. 8 millions. Les Juifs sont 7 millions. Ils dominent 7 milliards d'individus. Ce n'est pas le nombre. C'est qu'est-ce qu'on met dans la force mentale. Donc, Monseigneur Ndogmo nous expliquait ça. Vous n'allez pas. Où sont les écoles africaines? Où sont les courants de pensée de nos savants? C'est pour ça que tous ceux qui ont voulu émerger en Afrique ont rencontré l'homme blanc sur leur chemin. Et ils ont su en faire un partenaire. Vous allez me comprendre? Les gens disent aujourd'hui oui, et c'est cette haine, ce défouloir que j'ai observé en Côte d'Ivoire. Quand je prends position sur la Côte d'Ivoire, je leur dis non, Ouattara ne peut pas être un problème. Ouattara est une solution pour vous. Parce que les autres en face ne proposent rien. Ils proposent l'Africain. Ils proposent ce que l'Afrique sait faire, c'est-à-dire détruire et diviser. Tout le bruit là, c'est diviser. D'où nous venons, nous n'avons pas pour l'instant d'autre choix que d'aller embrasser l'intelligence des autres. C'est pour ça que les footballeurs noirs de l'équipe de France sont tous des blanches. C'est pour ça que Senghor avait une femme blanche. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop avait une femme blanche. C'est pour ça que Wade avait une femme blanche. C'est pour ça que tous les grands Africains érudits qui ont compris la vie sont allés vers le métissage. Et quand je parle de la Côte d'Ivoire, souvent ici, les gens, c'est pas pour les petits esprits excités, évidemment. Moi, je suis pas payé. Je suis pas payé par des officines. Mon devoir, c'est de dire aux Africains, je suis un guide. Voilà la route. Essayez de suivre ce chemin et on verra. Le repli, la fuite, dire non, citez-moi un continent qui ne vit pas avec l'autre. Tous les Africains sont malhonnêtes parce que la plupart sont dans des pays où on les accueille, où ils sont devenus ceci, ils sont devenus français, ils sont devenus belges, ils sont devenus suisses, ils sont devenus allemands. Mais ils défendent l'idée que l'Afrique ne doit pas être métissée, donc aller au contact du développement. Ils rêvent d'une Afrique pour eux. Ça n'existera jamais. 2% de Sud-Africains blancs, les Boers, descendants d'Hollandais, de Français, sont venus dominer 70 millions de Noirs. Pourquoi? Ce n'est pas le nombre. Ils avaient une matrice puissante du développement. Ils avaient un moteur. Il y a quelque chose. Ils ont pris possession de la terre. Il a fallu des luttes, des luttes, des luttes et des luttes et des luttes. Et cette lutte continue, incarnée par les Mandela, les Walter Sisulu, les Oliver Tambo. Il a fallu 27 ans de la vie d'un homme pour que ces Sud-Africains commencent à voir qu'on peut partager un pays avec les autres, mais être bien. Donc, c'est ce genre de discours. Quand les Luther King, le docteur Luther King, quand il est sur la colline, quand il dit qu'il rêve, I have a dream, il n'a pas dit que les Noirs se détachent, que les Noirs... Il a dit un pays où les Noirs, les Blancs, tout le monde va s'arrêter. C'est des discours puissants de spiritualité. Mais ça, c'est pas au niveau du petit ethniciste, du petit tribaliste, j'allais dire. C'est pas au niveau de l'Africain bête. Il est à Paris, mais il dit son village est en danger. Quel village? Bats-toi pour que déjà tes enfants ne soient pas en banlieue, en train de vendre le shit en bas. Bats-toi pour que ta fille ne soit pas la petite Renée du quartier. Mais tu vas défendre quel village? Maintenant, il faut une éducation de masse. Il faut une éducation gratuite, versée. Il faut la 5G en Afrique.
Il faut des autoroutes en Afrique pour que les gens puissent porter leurs bananes et aller directement à Abidjan ou à Libreville ou à Douala avec le cajot de tomates en 2 heures. Il faut que la vie circule. Le reste là n'est que le bavardage. Et vous savez ce qu'on appelle la méthode TRIZ. La méthode TRIZ, c'est une méthode scientifique, technologique. C'est de se servir de l'intelligence. C'est choquant quand je vois des têtes de mort dans ce direct. La méthode TRIZ, ça veut dire se servir de l'intelligence des autres. TRIZ. T-I-T-R-I-Z. C'est-à-dire, les inventions des autres peuvent nous servir à améliorer notre vie personnelle. C'est une continuité de la vie. Tout le secret de la vie est la TRIZ. Je peux vous définir ça si vous êtes... Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez? TRIZ. T-R-I-Z. Les Européens ont gagné le monde avec cette formule. C'est une formule magique, comme Akeva. Et on ne vous dira jamais ça. Celui qui a compris ce soir, si vous devez retenir quelque chose de mon direct ce soir, c'est je vais à partir d'aujourd'hui appliquer la méthode TRIZ. Vous pouvez l'écrire. Mettez donc Akeva, Akeva, Akeva. Il nous manque le TRIZ. Il ne nous manque pas de démocratie. Il ne nous manque pas de vin, de palme. Il ne nous manque pas de niembé. Il ne nous manque pas de niemboué, d'atiéké, de ndolé, de foufou. Il nous manque la méthode, le TRIZ. Et cette méthode, il faut que nos enfants qu'on a formés nous l'enseignent. Un médecin congolais qui est à Paris est un dessin animé pour son pays. On est d'accord? Tout ce qu'il peut envoyer là-bas, qu'est-ce qu'il peut envoyer au pays? À part les remèdes, les dons. On a beaucoup d'appels, mais vous savez, en même temps, je sais que vous suivez et j'étais concentré. Je suis concentré ce soir. C'est-à-dire, ce direct n'était même pas prévu. Mais je suis parfois un sorcier. Je dors, je dis ok, bonne nuit, je vais me coucher. Après, je dis, mais est-ce que j'ai fait mon devoir? Est-ce que j'ai dit, maintenant que la parole est gratuite et illimitée, maintenant que nous avons le pouvoir d'avancer, maintenant que nous pouvons nous-mêmes créer nos structures, créer nos écoles, pourquoi dormir? Pourquoi se taire? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi laisser les gens mourir dans l'ignorance? Même si nous, on est bannis, et je sais bien ce qui se passe, les gens nous détestent. Il y a une élite en Afrique qui nous déteste. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu ne rentres pas? Mais, monsieur, des profits comme les miens, vous êtes sûr que vous supporterez même une seule minute de la présence d'une force de lumière d'un débat? Même ici en France, nous devenons des dangers. Ceux qui ne veulent pas céder deviennent des dangers pour leurs propres frères. C'est ça qui est la réalité. Nous sommes, nous sommes des dangers pour nous-mêmes. Même ici. C'est ça qui est là. J'ai ouvert le téléphone pour qu'on puisse échanger. Bonsoir à vous tous qui m'écrivez. Je prends le temps de regarder. Je suis à mon poste de travail. Désolé de ne pas pouvoir suivre jusqu'au bout. Oh, mais faites ce que vous voulez, mon cher jeune. Le peuple, le peuple camerounais est assez éduqué. Vous voyez, on a beaucoup de problèmes.
mm, mm. Donc, nous sommes dans une situation, chers frères et sœurs, où l'Afrique doit se reprendre en main. Mais on ne va pas se reprendre en main en faisant le repli. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas avancer si on fait le repli identitaire. On ne peut pas avancer si on se braque. On ne peut pas avancer, c'est les autres qui ont l'arme nucléaire. La Chine est en train de torpiller les États-Unis en ce moment. Ah non, il faut décorer les Chinois. Les États-Unis sont nés suprémacistes. Personne ne leur a donné le droit. Ils se sont arrogés le droit d'être les plus forts du monde. Les Chinois étaient là en Ntozo, ils apprenaient. Ils voyaient les failles. Aujourd'hui, la Chine peut détruire les États-Unis pour peu qu'elle s'allie à la Russie. Ça crée l'équilibre du monde. Quand Donald Trump sort de l'hôpital, la première chose qu'il dit, c'est la Chine va payer cher. Tu ne peux rien faire à la Chine. Les Chinois ont compris. Pendant qu'ils nous vendaient leurs films de Kung Fu, on se moquait de leur Kung Fu, de Jet Li, de Shaolin. Ils étaient en train de muscler le peuple au combat permanent. Ils étaient en train de muscler les enfants à la lutte. La lutte est physique et psychologique. Ils étaient en train de former des races, des générations et des générations de gens forts. Et aujourd'hui, quand tu vois un Chinois, même en route, tu traverses, tu crois qu'il est fort. Parfois, il ne connaît même pas le Kung Fu. Mais ils ont cet atavisme. L'atavisme, c'est un signe, un gène, un- une caractéristique qui peut sauter, qui peut disparaître chez toi et réapparaître chez tes petits-fils. Le Chinois dont l'atavisme de la bagarre. Et pour bagarrer, il faut être affable. L'autre ne doit pas détecter tes forces. Pour taper quelqu'un, il ne faut pas qu'il sache qui tu es. Est-ce que vous avez un ami chinois? Ils ne veulent même pas l'amitié et le noir. Quand il arrive, c'est pour vendre ses babouches. Quand il arrive, c'est pour acheter ton terrain, pour planter son riz. Il ramène en Chine. Et après, vous pleurez comme des enfants. Le Chinois ne veut pas d'amis. Vous savez, les Chinois sont venus faire un chantier au Cameroun, dans mon village. Je viens du village le plus riche du Cameroun, d'ailleurs, dont je n'ai même pas le droit de me plaindre, à titre personnel. J'ai des terres, j'ai des gens beaux, j'ai une famille bien. Il y a le courant, il y a l'eau, il y a les fleuves, la mer, il y a tout. Donc, si quelqu'un doit revendiquer, comme les gens disent, c'est moi qui dois me taire. Moi, je suis bien. Mais je dis donc que les Chinois étaient dans ce chantier et les gars, ils ont embauché les gardes du village. Et les gardes du village passaient le temps à dormir dans les chantiers. Quelqu'un mange 4 bâtons de manioc et il dort. Et 10 avocats et il boit 2 Guinness et il est au chantier. Quand le Chinois mange le riz blanc, le riz cantonné, 2 œufs durs et il remonte. Les Chinois travaillaient même le dimanche. Dans votre pays, en Afrique, les Chinois, ce que vous ne dites pas, c'est que même les dimanches, ils travaillent. Parce que le Dieu, là, ils l'ont mis dans le cœur. Ils marchent avec. Il n'y a pas le temps à donner à Dieu ailleurs que sur soi, par le travail. Il faut dire ça aux Africains. Demain, c'est dimanche, je vais me réveiller à 6 heures, je ferai un direct. C'est ma prière. Je vais travailler. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Cette divinité-là aime les gens qui se surpassent, qui utilisent leurs neurones au moins à 30%. L'Africain est dormeur. Je le dis, on dort, on ronfle. Les soirées sont pleines. Les discothèques, les bars, la bière. Je ne condamne personne. Mais ne vous plaignez pas après qu'au réveil, la gueule de bois et que vous êtes au fond de la salle. Donc, quand les Chinois ont embauché ces Africains feignants-là, ils ne voulaient pas travailler. Ils voulaient que les Français reviennent prendre le chantier. Parce que quand c'est les Français, tu peux tenir un balai. Razel l'endort l'Afrique. Pas en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun, au Gabon, au Congo.
ils peuvent faire 1 kilomètre de route en 10 ans. Ils s'en foutent, c'est un prêt. Vous allez payer. Donc, comme il y a la corruption et que l'argent est détourné, eux aussi dorment. Ils disent non, balai. Donc, ils mettent les ingénieurs. Des nègres tiennent les balais sur le pont, là. Ils font comme s'ils travaillaient. Ils font 6 mois sur 1 kilomètre. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des chantiers au Cameroun qui font 7 ans, 1 kilomètre, 12 ans, 2 kilomètres. Et tu ne peux pas dire, tu ne peux pas critiquer, puisqu'ils vont te dire t'es opposant. Ils vont te dire que ça va, oh, t'exagères. Vraiment, vos choses des blancs, là. Ah bon? Vous savez comment les Européens travaillent? Moi, quand je suis en Suisse, je vois des gens travailler à moins 5 degrés le dimanche. Je vais courir à 5 heures, les gens sont en train de construire la route sous le froid. En Allemagne, on travaille de minuit à 6 heures. Les grands travaux vont commencer dès que minuit sonne, tac, ils bloquent tout. Le matin, vous trouvez une autoroute faite. Vous trouvez un pont, vous trouvez un tunnel. Mais il faut aller tutoyer les diables. Est-ce que l'Africain qui parle de Dieu là sait qui est le diable? Vous savez donc pas que le diable peut porter l'habit du Dieu et vous commencez à le suivre? Le diable est malin. Le sorcier est malin. Le méchant est malin. Le méchant, regardez, le méchant croit toujours qu'on ne sait pas qu'il est méchant. Le médisant croit toujours qu'on ne le voit pas. Le calomniateur croit qu'il est très intelligent. Donc, le manipulateur dans les familles croit qu'on ne le voit pas. Aujourd'hui, grâce à WhatsApp, grâce à ceci, dès qu'il dit quelque chose, on le bloque. On dit, le voici. C'est lui qui a dit. Mais la rumeur, les propagateurs de ces petites choses qui détruisent les couples, les familles, les pays, c'est des gens très forts. Ils sont faibles d'esprit, mais très forts dans la malhonnêteté, dans la méchanceté. Il faut que l'Africain ait la capacité de détecter qui est le méchant, qui est le malin, qui est le petit diable. Le diable s'habille en Prada et le diable est dans les détails. Regardez comment les Américains travaillent dans l'Arizona. Il fait moins 4. C'est-à-dire, parfois, en Alaska, il fait moins 40 degrés. À l'Arizona, il fait plus 100 degrés. Le goudron devient le liquide. Mais les gens travaillent. Ils réfléchissent. C'est la difficulté qui crée l'intelligence. Mais comme les Africains n'ont aucune difficulté, c'est pour ça que même l'esclavage, ils trouvaient que c'est bien. La colonisation, certains nous ont dit ici quoi, on va faire comment? Et aujourd'hui, où on a toutes les armes, le peuple est encore plus faible que les Aimé Césaire. Le peuple est plus faible que les Mongobeti. Le peuple est plus faible que les Sédar Senghor. Le peuple est plus faible que les Oumyobé. Alors, je racontais l'histoire des Chinois, vous allez rigoler. Il y a 5 Chinois dans une entreprise qui emploie 2000 Camerounais. Et comme les Chinois sont très durs, le gars qui ne rigole pas, réveille 6 heures, et ceux qui ne se réveillaient pas ont versé l'eau. Les gars du village ont commencé à vouloir faire la grève, à salir les Chinois, à bloquer le chantier. Ils ont encerclé un Chinois, un des patrons chinois, ils étaient peut-être une cinquantaine. Le gars a sorti son muchako, comme dans les films chinois. Il a cassé 2 têtes de petits noirs là, et tout le monde a fui, on dit que les Chinois tapent. Les gars sont arrivés au village et les boss partout, que non, les Chinois là nous tapent tout. Je leur ai dit, mais vous êtes malades. Vous avez vu, vous êtes plus de 100. 5 Chinois vous tapent. Ah non, les gars là tapent tout. Ils étaient déjà battus. Ils étaient défaits. Physiquement, les Chinois ont inversé la vapeur dans un chantier en pleine forêt africaine. Ils n'ont pas fui. Ça s'appelle comment? C'est pas un réarmement moral? C'est pas une force surnaturelle, divinatoire? Qu'est-ce qui nous dépasse?
Il y a des choses que j'ai écrites pour vous. Je voulais partager avec vous. Il y a ce qu'on appelle le pivot émotionnel, chers frères et sœurs. Le pivot émotionnel, c'est créer une solution pour le problème qu'on s'est créé. Il faut trouver une solution pour le problème qu'on a nous-mêmes créé. Quand on atteint ce stade. Et tous les peuples qui se sont développés ont atteint ce qu'on appelle le pivot émotionnel. C'est ça qui nous manque. Ça nous manque. C'est très puissant ce que je dis ce soir. C'est très fort. Créer des solutions pour trouver des solutions pour des problèmes qu'on a créés. Parce que c'est nous-mêmes qui créons nos propres problèmes. Vous n'êtes pas d'accord? C'est nous-mêmes qui créons nos problèmes. Ce que je voulais donc ce soir, c'est que chacun, avant d'aller se coucher, de continuer sa soirée, ait ce qu'on appelle une envie, une capacité à devenir enthousiaste. Vous savez, l'esprit est le seul coin de notre être à pouvoir transformer notre rêve en réalité, nos rêves en capacité réelle. Alors, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a que l'énergie positive quand on peut, quand on veut. Mais pour ça, il faut être enthousiaste. Enthousiaste. L'enthousiasme, ça vient du mot antheos. Antheos en grec veut dire Dieu. C'est-à-dire, même l'éducation, nous utilisons d'abord une langue qu'on ne maîtrise pas. Et puis nous voulons exister dans un monde qu'on ne connaît pas. Et nous parlons des choses qu'on ne maîtrise pas. Et nous déblatérons, nous pleurons sur des choses que les autres ont conçues pour nous. Dès que tu es on dit, il est trop enthousiaste. Ça veut dire, c'est une insulte pratiquement en Afrique. Or, dans Anthéos, il y a Dieu. Donc, être enthousiaste, c'est porter la foi de Dieu avec soi. C'est porter cette énergie qui nous booste. Les gens sont enthousiastes quand ils crient. Les gens chantent. Les gens chantaient dans les champs de coton, mais pour le patron. Ils chantaient pour se libérer de la sueur, de fouet. Mais ils chantaient et ils priaient Dieu, mais pour que le patron soit béni. Ne priez pas pour les autres. Si vous priez mal, ils prennent vos prières, ils prennent votre énergie, ils prennent vos bénédictions. C'est pour ça que l'Européen a conçu le monde de telle sorte que lui, il gagne, il domine. Vous bavardez là, lui, il est content. Vous faites la guerre, lui, il est en théos. Lui, il est avec Dieu. Vous faites ce que vous faites là, vous êtes dans vos champs de cacao, lui, il prend le chocolat. Vous êtes dans vos plantations. Même ici en Europe, ils nous utilisent. Les usines sont pleines de noirs partout. Toutes les sociétés là, les noirs sont les vigiles, les laveurs, on fait tout.
La tomate, on plante, les cerises, le raisin, on fait tout ici. Eux, ils sont enthousiastes. Ils sont avec Dieu. Ils sont calmes. Dans leur méchanceté, tranquille. Comme on dit à Abidjan, tranquillement, tranquille. Alors, au lieu donc de se braquer, il faut chercher ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est le lien entre nous et Dieu. La foi, c'est ce truc qui nous permet de nous en sortir à chaque fois. À chaque fois qu'on est coincé. Et c'est pas du niveau de tout le monde. C'est pas tout le monde qui doit parler de ces choses. C'est pas... Ça fait pitié. Parce que dans la foi, vous avez... Qu'est-ce qui détermine la foi? C'est l'intensité qu'on met dans les combats. Tu vois quelqu'un m'a dit, j'ai la foi en Jésus-Christ. Mais tu as quelle foi? Le gars il a battu, il dit, j'ai la foi. Mais quelle foi? La foi, ça se mesure. Il y a des méthodes de mesurer votre foi. C'est l'intensité qu'on met. Dans toutes les choses dans la vie qu'on veut obtenir, il y a l'intensité. Les coups de poing. La manière, Bruce Lee avait développé un coup de poing sans élan. La manière de former le coup de poing, ça casse une porte. Alors nous, tu vas prendre l'élan. Élan Ayop. Il y a l'intensité. Et je vous dis souvent ça, les gens ne comprennent pas. La dose, c'est le poison à la fin. Il faut que les Africains comprennent le monde dans lequel ils vivent. Tout est poison. Ça dépend de la dose. S'il y a une dosette, ça devient un remède. Si la dose est forte, c'est un poison. C'est pour ça que les Américains, les Anglais, ceux qui parlent anglais sont plus clairs. Les remèdes, ça s'appelle drogue. Drogue, ça veut dire tu mets mal là, tu es shooté, tu es mort. Tu t'empoisonnes. L'intensité, même dans la foi, il faut savoir la doser. On ne peut pas avoir la même foi le matin, à midi et le soir. Il faut. Et c'est ce que nous formons, c'est ce que nous enseignons. Et les Africains ne savent pas. L'Israélien sait comment avoir la foi. Il n'a pas... Nous, on met tellement d'énergie, on chante, on crie, on met... Ce n'est plus la foi, l'intensité peut-être débordante, donc ça annule. Et deux forces qui se neutralisent s'annulent. Si l'intensité est trop là où il faut juste, vous gênez les esprits qui tournent autour. Vous devenez nuisible, ça devient un poison de la foi. Et quand tu t'empoisonnes le foie, parce que la foi, c'est le foie, ça vient de là. Quelque chose qui vient, mais c'est le corps humain mystique. Quand on disait la foi, non, c'est pas là-bas, la foi ici. On a ça. Plus ça vient de cet organe, le foie. Et quand le foie est empoisonné, le pancréas est touché, la bile, donc on ne digère plus, un métabolisme qui est bloqué, et puis on a le diabète, ça peut conduire à l'hypertension et d'autres complications. Je ne suis pas médecin, je suis un marabout africain, pas béninois. Et maintenant, il y a la persistance de votre foi. Si on avait vraiment la foi qui soulève les montagnes, parce que l'Africain, dès qu'il lutte deux fois, il dit ah, c'est trop fort pour nous. Ah, les gens là nous dépassent. Mais non, mais tu ne peux pas avoir une insistance à crier. Mais quand il faut combattre, tu ne persistes plus. Tu n'as pas la foi. La foi, c'est cogner la tête 1000 fois et se relever. La foi, c'est un peu ma vie. Aujourd'hui, j'ai une petite satisfaction personnelle. Je sais d'où je viens. Qu'est-ce que je n'ai pas eu sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai pas eu? Des plus belles femmes, des voitures de collection, belles maisons. Et après, par l'intensité petite que je mettais à la foi, peut-être tout ça a disparu.
Et il faut repartir. Tu te retrouves au sol. Vous savez, quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, j'étais un candidat putatif. J'ai eu beaucoup de... J'ai écouté beaucoup de choses. La violence, la méchanceté, les attaques. Jusqu'à présent, les gens ne savent pas qu'il y a des choses dans la vie qui te brisent. Il y a des petites choses qui sont des blessures personnelles et ça, personne ne peut vous comprendre. Donc quand vous êtes dans ces moments de douleur, d'échec, de doute, quand vos projets coincent, Dieu existe. Mais il t'a donné un organe que tu peux soigner. Et c'est cet organe-là qui va devenir un booster de ta vie, qui va devenir la foi. On est d'accord? Le foie se transforme en un élément moteur féminin d'accouchement et d'accomplissement du destin divin. C'est-à-dire le foie, qui est un organe. Tous les organes du corps humain sont liés à Dieu. Le cœur, quand on dit il a le bon cœur, il a un gros cœur. Donc le foie a la capacité à muter. C'est pour ça que Dieu et les anges, c'est parfois au féminin. Le monde se repose sur les divinités. On dit une divinité. Donc, la capacité d'épurer dans notre corps à accéder à l'ascèse, au bonheur, c'est ça qu'on appelle la foi. Et un peuple qui a ça, qui met ça dans chacun, allez, vous soulevez tout. Donc le jour où l'Afrique veut, parce que venir même se plaindre qu'on est dominé, les blancs, c'est déjà accepté qu'on est dominé. Il y a la mauvaise foi. On en parle tout à l'heure. Mais j'étais en train de vous dire que quand vous transformez dans cette énergie-là, Dieu dit là, je vous suis. Ça, j'achète. Le gars dit, j'achète ce peuple-là. J'aime ça. Mais vous soulevez ces gens-là, vous les mettez dans le bateau, ils rentrent. Il y a même ils fuient. Soit ils redeviennent vos esclaves, soit ils commencent à travailler pour vous. Quand tu as la foi. Et donc, les gens qui ont compris ça, que face à la foi des autres qui est plus forte, on va appliquer la mauvaise foi. En réalité, la mauvaise foi, c'est une vraie foi. C'est une foi supérieure à la foi des autres. Et deux fois qui se croisent, ça donne une multiplication. Et les autres commencent à dire qu'il est de mauvaise foi. Non, tu n'es pas de mauvaise foi, tu es intelligent. Quand tu discutes avec l'ODEC qui constate qu'il ne peut plus voler ton pétrole, il dit ah, les Chinois sont de très mauvaise foi. Les Chinois sont... Et regardez tout ce qu'on dit sur les Chinois, ils sont calmes. Ah, les Chinois nous ont donné le coronavirus. Les Chinois font ceci, les Chinois... En réalité, c'est les autres qui sont de mauvaise foi. Mais ils ne pensaient pas que dans leur mauvaise foi, dans leur intelligence, entre guillemets, supérieure, ils allaient croiser les autres gens, aussi qui allaient développer la même intelligence. Et comment, donc, les gens commencent à s'affronter par mauvaise foi interposée. Et on appelle maintenant les relations internationales. Chacun prend le terrain, il dit c'est pas moi. Chacun bombarde, il dit oh, c'est l'autre. Et dans ce jeu d'accusation, vous vous avancez dans votre foi. Alors, pourquoi je reparle de la foi? Parce que il faut être zen. Les élections, c'était en 2018. Et mi-2017, je perds mon père. J'enterre mon père et une semaine après, j'enterre ma soeur meurt aussi. Et c'est des chocs personnels. Après, vous écoutez tout ce qu'on raconte sur vous, mais vous seul, vous avez la douleur d'avoir perdu. Toute votre vie bascule. Votre vie bascule quand vous perdez ses repères. Et après, les titres, les galons présidentiels, ça ne vaut rien. Et j'avais un ami qui est un baron du régime à Yaoundé.
Et j'avais un grand marché, j'avais des activités qui me généraient beaucoup d'argent à cette période, mais j'ai tout abandonné. Quand il m'appelait, je dis non, j'ai deuil, mon père est mort. Après, je ne faisais que parler du deuil. Pendant au moins 3 mois, je n'ai parlé que de deuil, des deuils. Je n'ai plus travaillé mes entreprises. Parce que les gens demandent pourquoi tes entreprises. Ça arrive à une période justement où tu ne peux plus être là. Et tu es seul à assumer. Je suis le roi, je suis le fils aîné, je suis le chef. Je suis, toute la famille est derrière toi, contre toi. Les gens te lancent les flèches, tes entreprises. On m'appelle à Yaoundé, je dis non, moi j'ai deuil. Et puis cet aîné-là m'a dit un jour, mais écoute, arrête avec tes histoires de deuil tout le temps. Tout le monde a deuil. Mais viens faire tes affaires. Sinon tu vas perdre tout ton argent. J'ai dit, j'ai deuil. J'ai perdu mon père. Et il n'avait pas de cœur. Enfin, il ne pouvait pas se mettre à ma place. Il me dit, mais tu es en train de perdre des millions ici. Le deuil, je dis, je ne peux pas laisser mon père, le deuil de mon père. C'est pour ça que j'ai fini par écrire dans ce livre-là qu'il y a des deuils qui apportent d'autres deuils. En Afrique, les deuils apportent d'autres deuils. Peut-être qu'il avait raison. Aujourd'hui, les gens me voient renaître. Ils se sont moqués de moi hier. Ils ne savent pas par où on vient. Comment on peut avoir autant d'argent, autant d'opportunités, et du jour au lendemain, ça bascule. Ça bascule parce que votre vie change. La foi est touchée. Le foie est touché. Vous êtes malade. Vous êtes stressé. Vous êtes faible. Les SDF que vous voyez là en route partout, ne vous moquez jamais d'eux. J'en connais un qui était pilote à Air France. Il est SDF sur les Champs-Élysées. Il y a des professeurs d'université. Il y a des médecins. Ça s'appelle le burn-out. Un seul petit truc dans votre vie, vous basculez. Et nous qui avons la chance d'avoir traversé ces tunnels noirs, ces périodes-là, et qui revenons à la vie, et qui devons vivre et célébrer la force, donner de l'intelligence, dont les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi nous partageons. Ils n'ont pas le bon cœur. Quand tu n'as pas le bon cœur, tu es le parfait égoïste. Le bon cœur veut dire savoir donner. J'ai une autre anecdote. On fait les miens, et puis j'ai un cousin qui réussit à les miens, parce qu'il a le bon nom. Il a un nom Boulou. Boulou, c'est une tribu, un petit clan au Cameroun. Non. Et mon cousin s'appelle Ova. Ova, mais fort. Mais fort. Et l'Africain n'est pas habitué à ce qu'on dise la vérité, donc je vous comprends. Mais c'est pour ça que je prends des exemples dans mon cercle, dans ma famille pure, pour que les gens ne me prêtent pas d'autres intentions. Quand je parle de ma famille, aucun membre de ma famille ne peut se lever. Je suis le chef et je dis la vérité. C'est donc, et c'est pas méchant. Donc, Ova, qui est très brillant, il était à Boya, major, école d'interprète, tout ça. Il fait le concours de l'émien, il passe. Maintenant, il y a les tests physiques. Bon, il a passé peut-être parce qu'il a le nom, je ne sais pas, mais il est très fort. Et il est costaud. Le gars arrive au test d'aptitude physique, on le recale. Il y a deux tests physiques à la sortie. Après l'écrit, je ne sais pas, je ne vais pas dire des conneries, mais on le recale à la fin. On dit qu'il a l'hypertrophie du cœur, dont le cœur est gros. Et puis, la nouvelle arrive chez sa mère. Sa mère dit, c'est pas possible. Mais, Ova, on t'a déjà dit que ton histoire du gros cœur dans cette maison va nous gâter la vie. Ton gros cœur là a fait que tu as raté les nains. On a dit que tu as le gros cœur. C'est toi qui manges tout ici à la maison. Le temps que les médecins lui expliquent que non, c'est pas ce gros cœur. La maman était catégorique que c'est parce que son fils mange trop, il a un gros cœur. Mais en réalité, elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort. Le cœur représente le siège de nos émotions, de la vie. Non seulement le cœur, c'est l'organe vital central, et le cerveau, ça pompe. Avec l'âge, le cœur ne peut plus avoir la même force, évidemment, mais c'est le cœur qui
C'est le numéro 10, le cœur. Le cœur, c'est Bidarantes. Le cœur, c'est Docteur Abega. Le cœur, c'est Ronaldinho. Le cœur, c'est Ronaldo, c'est Messi. Et quand Messi est malade, le Barça perd. C'est pas ça? Ben, c'est comme ça la vie. Donc quand le cœur a pris trop de place, ça étouffe les poumons. Ça peut t'empêcher de bien respirer. Les valves coronaires sont bouchées. Et tu ressens ça sur toi. Et ce genre de personne ne peut pas être bien. Naturellement, ce genre de personne n'a pas un bon cœur. C'est-à-dire le cœur n'est pas déjà sain. C'est pour ça qu'il faut apprendre, il faut faire du sport, il faut respirer, il faut être bien. Tout c'est lié, non? C'est ça la spiritualité, les amis. Quand Dieu dit ayez un bon cœur, il vous a demandé de bien manger, de bien se soigner, de faire du sport, de penser. Et les pensées commencent alors à remonter dans la tête et il faut qu'elles soient bien. Oh, un pépé, tu connais. Bon, je vais vous laisser. Bizarrement, on n'a pas pris d'appel. Donc, j'étais trop concentré aussi. Je pense que vous aussi. Oh, qui appelle? Ah, ben on a des appels. Ben, vous voyez, hein. Mais essayons un peu de prendre quelques appels quand même. J'étais dans des développements très compliqués. Oui, allô? Allô? Oui, Allô? oui, Oui, bonsoir. bonsoir le guide. Bonsoir, mon très cher. Ah, merci. En fait, j'étais en train de suivre votre direct et c'était tellement sucré que j'ai voulu participer et donner un peu ma petite touche. Oui, Si c'est allez-y. possible. Ok. Ben, franchement, on dirait que vous avez une lecture prophétique de l'Africain parce que on dirait que vous avez vécu 500 années, hein? Parce que franchement, Je suis un vous vieux. dites des choses. Ah, ok, ok. Je suis juste beau, mais je Euh, suis un homme du temps passé. Je ne vis pas dans ce monde. franchement, je ne vous laisse pas le dire. Hmm. Bon, en fait, vous savez, Donald Trump disait que les, les pays africains sont les pays de mer. Mais moi, je dis plutôt que c'est nos dirigeants qui sont les dirigeants de mer parce que Dieu nous a donné le pour qu'on s'éclaire. Mais nous, on prend ce feu pour se brûler entre nous. Belle formule, ça. Oui. Pour parler d'une petite anecdote, ce matin, je faisais un débat avec un ami sénégalais. On s'est rencontrés en aventure. Là, on a pris la route du désert jusqu'à arriver au Maroc. Moi, je lui disais que pour moi, Sankara est mieux que Jésus-Christ et Mohamed. Il me dit, quoi? Subhanallah, puisque nous sommes des musulmans, il me dit, Subhanallah, comment tu peux dire que Sankara là est mieux que Mohamed? Moi, je lui dis, mais Sankara s'est battu pour la cause de l'Africain, pour la cause de l'homme. Mais qu'est-ce que Mohamed, qu'est-ce que l'islam a apporté pour le développement de l'Afrique? C'est moi qui vous parle musulman, mais je lui demande qu'est-ce que l'islam a apporté pour le bien-être sur le plan économique de l'Afrique. Il me dit, il ne répond pas. Et puis, une deuxième formule encore, je lui dis, bon, puisqu'on parlait de tout et de rien, il me dit, la guerre se passe entre la et la Syrie. Lui soutient la Syrie. Moi, je lui dis non, moi, je soutiens les États-Unis. Il me demande pourquoi. Je lui dis, parce qu'aux États-Unis, un noir
peut être président, un noir peut être commissaire, un noir peut être député, ministre, tout ce qu'on peut penser. Mais en Syrie, toi, en tant que noir, on te voit même passer en route. On va te prendre soi-même pour la vie. Ou bien tu ouvres un petit coin, comme ce qui se passe ici au Maroc, dès qu'un noir une petite boutique, voyez les Arabes viennent le taxer, on peut même fermer, parfois tu peux trouver qu'on a cassé. Donc c'est ce qu'on était en train de faire. Et lui, il me dit non, franchement, mon frère, tu es maudit. Tu es maudit. Il me dit, lui, tu supportes la je lui demande dans la raison, c'est quoi? Il dit non, parce que ce sont des musulmans comme lui. Voilà la raison de l'Africain. Voilà la raison que lui me donne. Juste parce que c'est son frère musulman. Donc, pour lui, même s'il ne doit rien apporter, tout ça, le fait qu'ils sont musulmans, pour lui, On t'entend pas très bien. arabe, Hein. Je pense que pardon? j'ai compris ton intervention, grosso modo. Bon, voilà des débats qui... Vous voyez, les jeunes Africains, ils vont chercher le pain, la vie, mais ils se perdent dans des conjectures, dans des choses qui ne nous apportent rien du bon. Qu'un noir a des problèmes. Je vous ai dit, la religion, c'est des domaines très complexes qui intègrent la colonisation, la domination, l'exploitation, le sentiment de supériorité. Alors, pour comprendre ces effets, certes, il y a une religion chrétienne qui est très forte, qui est venue dominer le monde à un moment donné. Et aujourd'hui, on voit l'essoufflement naturel. Mais ils ont bâti leur religion sur des valeurs. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Parfois, je ne veux pas juste développer pour que je ne parle pas aux gens pas qualifiés. Mais gagner le monde, il faut théoriser la pensée, il faut penser la théorie. Et la religion chrétienne est très bien structurée. La religion musulmane aussi est très bien structurée. Là, c'est un conflit qui oppose deux Africains. Un qui parle des choses des autres qui ne maîtrisent pas. L'autre défend un pays suprémaciste, l'autre défend un pays esclavagiste. Donc, et ils peuvent s'entretuer sur des concepts qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ils n'ont pas le bagage nécessaire pour comprendre ce que c'est que la géopolitique, pour comprendre ce que c'est que l'histoire déjà et la géographie, pour comprendre ce que c'est que la donne géostratégique, pourquoi il y a même la guerre en Syrie, pourquoi, si tu ne remontes pas à l'histoire judéo-chrétienne, tu ne peux pas comprendre ce conflit qui intègre effectivement le plateau du Golan, Israël, le Liban. Le Liban explose ces jours-ci, c'est pas le hasard, c'est pas une bombe, c'est des conneries qu'on raconte. Mais il y a le Hezbollah là, qui est soutenu par les Syriens et les Iraniens. Il y a les chiites et les wahhabites qui se battent. Il y a les sunnites qui se battent là-bas. Donc si tu ne comprends pas que le Liban, c'est une chaîne, c'est un banc international qu'on a mis entre la Syrie et Israël pour empêcher qu'il y ait la guerre, comme en 67. C'est-à-dire, il faut faire l'apprentissage massif. Il faut déverser des tonnes de savoir en Afrique. Et maintenant, quand les gars parlent de Sankara, quand les gars parlent de comment tu peux... C'est des débats où l'Afrique ne peut pas s'en sortir. Il faut un nouvel état d'esprit. Alors, si nos dirigeants n'intègrent pas la donne messianique en réalité, il faut que les leaders aient un peu le visage de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire, pour leur peuple, hein. C'est pour ça que quand je regarde, je dis, mais quelle est la formule qui fait à ce que
ce qu'on reproche à la France, qui est quand même des retombées en Côte d'Ivoire. Et je discute avec les grands penseurs, les intellectuels en France, les hommes politiques, et ils me disent, mais monsieur Bissot, arrêtez. La France fait exactement ce qu'elle a à faire. Elle n'est pas, c'est pas un pays sain, mais c'est un pays qui doit être sain pour ses sains citoyens. Donc la France va utiliser tous les mécanismes possibles, mais la France ne prend pas aussi tout, puisqu'elle a les droits de l'homme. La France veut moraliser le monde. Donc quand elle vient prendre ton cacao, elle te dit, gars, voilà ta part. Maintenant, le partage peut être injuste, ça, c'est un autre débat. Mais le débat aussi, c'est moi, j'ai le pétrole sur mon sol. Mais à part ça, je ne sais pas que j'ai le pétrole. C'est toi qui amènes tes machines, tu dis, il y a le pétrole ici, et tu creuses. Tu mets tes techniciens, ta science, tu portes. Mais déjà, je ne sais pas ce que c'est que le pétrole. Je n'ai pas les moyens de compter ce que tu as pris. Mais à la fin, quand même, je dis, ok, je te verse quelque chose. Le petit quelque chose là, toi, tu renvoies ici pour mettre tes enfants à l'abri et pour mettre dans les comptes en Suisse. Et tu laisses la part qu'on a donnée pour les populations, les villageois, les citoyens de ton propre pays. Mais tu cherches, tu dis que la France est injuste. Ce débat-là, il faut avoir le courage de le mener. J'ai des chiffres. Nous avons fait des études là-dessus. Un pays comme le Gabon reçoit énormément d'argent de son pétrole. Surtout quand le père Bongo était là, quand Elf était là. Mais on avait demandé à Bongo, on vous vire l'argent. C'est ça qui a créé le scandale de le flot Prigent. J'ai le livre là. Il faut lire ce que c'est que le Gabon et la France-Afrique. Focard, il faut lire. C'est-à-dire, un président dit qu'on lui verse la fortune du pays dans son compte personnel. Non. Combien de chefs d'État font ça? Combien de chefs d'État font ça? Combien de chefs d'État mettent l'argent du peuple dans leur compte personnel? Combien de chefs d'État en Afrique? Et après, ils cherchent des ennemis. Ils cherchent des boucs émissaires. Bon, moi je vous adore, chers frères. Je vais vous montrer un livre sur Focard. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je vais le retrouver? Focard, Focard. La France-Afrique. Il faut que tout le monde... Je peux vous le partager. Je vais vous le partager. Bon, il est 23 heures. Est-ce la hora de salir? Alors, pour le 24 et le 25 décembre, le 30 et le 31, nous lançons déjà, nous commençons à lancer la formule des repas pour les enfants du Cameroun. On va faire ce qu'on peut au nord-ouest, au sud-ouest. À Douala, à Yaoundé, il y a des enfants de la rue. Nous allons faire un repas chaud, comme on fait chaque année. Et on souhaite que cette année, ça soit plus grand. Voilà le projet de décembre. Je ne fais plus des grands projets. Les petites choses comme ça sont concrètes. Pourquoi un repas? Ça va servir à ce que les enfants sentent quand même que, on ne nous a pas oubliés. À l'époque, je distribuais les jouets aussi. Mais je ne veux pas que la douane... Je ne veux pas stresser. Je ne veux pas stresser. On peut faire un conteneur ici, mais les douanes, les tracasseries, les payer, ils vont nous faire... Ils vont prendre tout notre effort. Or, si on a un petit budget, si on a de l'argent pour leur préparer un repas chaud, voilà, ou qu'on leur prenne des vêtements d'urgence sur place, même la friperie, on peut faire 1000 repas. J'ai comptabilisé, quand tu prends 1000 repas
pour 1000 enfants, 10 euros le repas, ça fait combien? 10 000 euros. N'est-ce pas, on peut lever 10 000 euros pour les enfants au Cameroun quand même? Pensez pas. 10 euros, ça fait un bon repas. 2 repas pour 2 jours de fête. Ça sera l'effort d'une Pépé et d'Akeva et de mes femmes et de mes amis et de mes frères que vous êtes. Ceux qui veulent commencer à faire, vous pouvez directement m'écrire. Le numéro de téléphone est là. N'attendez pas. Ayez le bon cœur pour qu'on sente que ce qu'on s'est dit est nécessaire. Donc, on peut avoir les 10 000 euros et on va les avoir d'ici décembre. On a 2 mois. C'est pas ça? Promis? Promis ou pas? N'est-ce pas quand le peuple est dit, on fait? Qu'est-ce que vous m'avez déjà refusé? Rien. Parce que je vous donne aussi tout. Allez, bonne soirée. Passez un bon samedi et on se voit demain. Demain, je vais vous faire un live le matin. Un peu plus spirituel que ça. J'ai pas trop pris les appels parce qu'il fallait que je développe. Donc le PayPal, c'est Louis Bissog. Voilà, donc on va voir un repas chaud pour les enfants en décembre. Envoyez 1 euro, 2 euros, 1 dollar, ce que vous pouvez. On doit nous sentir passer. C'est un acte politique fort, un acte spirituel. Merci. Et qui est